En appliquant des acquis des neurosciences et des sciences cognitives, nous avons élaboré une technique permettant d'obtenir des réponses sommaires et fiables sur le futur. Nous l'avons appelé le trinôme du coup de sonde dans le futur. Cette technique repose sur 3 réalités. La première, il existe des programmations du futur qui ont de plus ou moins grande potentialité de réalisation. La deuxième, les programmations sont enregistrées dans une banque de données, appelée aussi connaissance universelle ou Akasha, qui sont une vérité absolue. La troisième, notre esprit ou logiciel de conscience, ainsi que notre cerveau, ont la capacité d'accéder à ces informations. Première réalité, les programmations du futur. Le livre « La vie et les marchés financiers sont programmés » démontre de manière incontestable la réalité des programmations de vie. Deuxième réalité, la connaissance universelle. Il existe une connaissance universelle, on pourrait aussi appeler une banque de données universelle, qui est absolue vérité et qui contient la mémoire du passé et les programmations du futur. Et ceci est confirmé par de nombreux expérienceurs. Qui sont-ils ? Bien, par exemple, les expérienceurs de situations proches de la mort, ceux qui ont vécu l'accès à la connaissance universelle. Écoutons quelques témoignages. Et encore une fois, comme pour mon expérience précédente de sortir du corps, à ce moment-là, j'avais de nouveau accès à toute la connaissance de l'univers. Donc j'étais de nouveau omniscient. Toute la connaissance est là, mais c'est pas une somme de savoir livresque, c'est pas ça. C'est d'un seul coup on est intelligent, mais aux dimensions de l'univers, on sait tout. J'ai conçu des choses extraordinaires, à savoir que j'avais la connaissance totale. Je savais tout, je connaissais tout. Les mathématiques, la génétique, la géographie, je connaissais tout. Alors que Dieu sait que je ne connais que peu de choses. Et à la fois, je baigne dans la connaissance de tout. Je sais tout sur tout. C'est incroyable. Alors là, je me suis dit, il va absolument falloir que je me rappelle de tout ça pour le ramener. Et on a beau tout savoir sur tout, la grande frustration, c'est quand on revient avec juste des petites miettes. Alors c'est les petites miettes que je vous partage. L'immersion dans cette conscience nous donne accès à une connaissance bien plus grande. On sait soudain tellement de choses. On prend accès à tout, quoi, en fait. On a le droit à tout, au savoir. Et en fait, à ce moment-là, en fait, c'est comme si on se connectait sur le web. On peut prendre ça comme parallèle. C'est comme si, via mon PC, tout d'un coup, j'ai accès à toutes les connaissances qu'il y a au travers du web, à toutes les banques de données, mais que je peux les lire tout au même instant, quoi. Le fait, si je me pose une question, rien qu'en se posant la question, on a la réponse. 2100, 20, je ne sais pas combien, plein de questions en même temps, puis en même temps, je recevais les réponses. En même temps, je vivais les réponses. En même temps, j'étais les réponses. Ce qui m'a frappée également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. Bizarrement, j'avais le sentiment d'être enveloppée d'amour. J'étais capable de tout comprendre. Quelle que soit la chose sur laquelle je m'interrogeais, j'avais la réponse avant même d'avoir formulé la question. C'était comme si ma tête était grande ouverte, comme si je pouvais capter toutes les informations dont j'avais besoin. Ces témoignages confirment la réalité de cette banque de données universelle qui n'est accessible que dans des situations hors du corps. Par contre, dans des situations normales, incarnées, il est possible d'accéder à des éléments de cette banque de données. C'est ce que l'on appelle
l'intuition. Mais la véritable intuition, non pas une vague idée, comme on pourrait dire, j'ai l'intuition qui fera beau demain. Non, l'intuition est une perception caractéristique qui s'accompagne d'un sentiment de certitude absolue. Par exemple, le physicien Henri Poincaré, qui a le mieux étudié l'intuition et l'inconscient, rapporte plusieurs de cas d'intuition soudaine lui ayant permis de résoudre des problèmes mathématiques. Je cite, « Nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade, et au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien de mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Je ne fis pas la vérification, mais j'eus tout de suite une entière certitude. » Dans une autre circonstance, il écrit « Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratriques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. » Un autre mathématicien, Jacques Hadamard, évoque le cas d'un calculateur prodige, Férol, qui, dans une lettre au mathématicien Auguste Möbius, écrivait « Quand on me pose une question plutôt difficile en elle-même, le résultat venait immédiatement de ma sensibilité, sans que je sache d'abord comment je l'avais obtenu. » Il continue « Cette conception intuitive qui, chose curieuse, n'a jamais été ébranlée par une erreur, s'est développée au fur et à mesure des besoins. » En notant que ces conceptions n'ont jamais été ébranlées par une erreur, il confirme le caractère de certitude absolue de la véritable intuition. Mes propres perceptions intuitives ont toujours eu ce caractère de certitude, même quand elles sont incomplètes ou tronquées. Par exemple, recherchant un jeu de clés égaré, je le perçois dans un étui en cuir, sans pouvoir le localiser. Une autre fois, un autre jeu de clés, je le perçois dans un endroit humide. Bon, il s'est avéré que c'était dans les toilettes. Donc, l'information peut être limitée, mais la part perçue est toujours juste. Je vais donner un exemple vécu de la différence de fonctionnement entre nos deux logiciels de pensée. Un jour, je me rendais chez une de mes vieilles amies libraires, et en chemin, je pense à elle, et je la vois recevoir des coups de marteau sur la tête. Bon, j'en conclus bien évidemment qu'il s'agit d'une perception symbolique de mon hémisphère droit, de mon intuition. Et immédiatement, mon conscient, le mental analytique, se met à échafauder un scénario. Comme elle m'avait dit qu'elle voulait changer de boutique, j'ai pensé qu'elle avait peut-être un problème avec le propriétaire des murs ou avec le bail, que sais-je. Lorsque j'arrive chez elle, elle me dit immédiatement « Oh là là, j'ai un problème, ma fille divorce et ça se passe mal. » En fait, ça n'avait rien à voir avec sa boutique ou ce problème de bail éventuel. Ceci montre comment fonctionnent nos deux logiciels. L'inconscient, l'hémisphère droit, a accès à la banque de données universelle et il capte une information. L'autre logiciel, il spécule, il imagine, il analyse en fonction des éléments qu'il a. Et si les éléments sont faux, ses conclusions seront fausses. En résumé, la banque de données universelle qui contient la mémoire du passé et les programmations du futur n'est jamais trompeuse. La troisième réalité, ce sont les logiciels de conscience et le cerveau. En quelque sorte, avec quoi pensons-nous ? Une contribution décisive à la connaissance de nos logiciels de conscience
a été apportée par le docteur Jill Bolte Taylor, qui est une neuroscientifique américaine qui a subi un accident vasculaire cérébral qui lui a permis de découvrir la réalité de ces deux logiciels de pensée et les fonctions respectives de l'un et de l'autre. Écoutons-la. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Son expérience lui a fait découvrir que nous n'avons pas un, mais deux esprits, deux personnalités radicalement différentes, qu'elle décrit ainsi. J'ai découvert au cours du long processus de ma guérison que la part têtue, arrogante, persifleuse, envieuse de ma personnalité résidait dans le centre du moi de mon hémisphère gauche. Et à propos du droit, mon cerveau droit a un tempérament aventureux, sociable et généreux. Il se montre réceptif à la communication non verbale et aux émotions de mes proches. Il déborde d'empathie. Il se met au diapason de mon entourage et me donne le sentiment de fusionner avec le monde entier. C'est dans mon hémisphère droit que résident mes tendances mystiques, ma sagesse, mes facultés d'observation, d'intuition, de clairvoyance. Notons que intuition et clairvoyance sont bien des fonctions de l'inconscient, conscience synthétique ou hémisphère droit. La formule de coup de sonde dans le futur exprime bien le caractère bref et sommaire de la perception. Mais en bourse, pour gagner de l'argent, pour éviter d'en perdre, il n'est pas nécessaire d'avoir des informations précises. Ça monte, ça baisse, c'est bon, c'est mauvais, c'est parfaitement suffisant. Le trinôme du coup de sonde dans le futur est fondé sur l'enchaînement de 3 états. Premièrement, l'état alpha synchronisé du cerveau que nous avons vu dans l'expérience de Norman Donn et Maud Christen dans la vidéo 6/10. Cet état alpha synchronisé ouvre l'accès au point numéro 2 qui est l'état cognitif de perception extrasensorielle, ceci permettant d'accéder au point 3, la banque de données, la connaissance universelle, les programmations. Voyons maintenant la question de l'obstacle à l'accès à cet inconscient hémisphère droit. Eh bien, c'est la domination du conscient hémisphère gauche. Écoutons le docteur Darrell Treffer, qui était un psychiatre américain spécialiste du syndrome savant. Notre société est une société où l'hémisphère gauche est dominant. C'est une société qui s'appuie avant tout sur la logique et sur le langage, à tel point qu'on néglige les potentialités de l'hémisphère droit. Certains appellent cela la tyrannie de l'hémisphère gauche, tant celui-ci occupe chez nous une position dominante.
Alors comment passer d'un état à l'autre? Certaines personnes, comme Maud Christen, nous avons vu un extrait de vidéo, sont capables de le faire elles-mêmes. Pour d'autres, il est nécessaire d'employer des techniques comme celles développées par le docteur Milan Riesel ou celles présentées dans le schéma du binôme opérateur-sujet. C'est une question technique qui fera l'objet d'autres vidéos. Pour l'instant, concluons simplement qu'il existe une source d'information sommaire mais juste qui permettrait d'éviter un grand nombre d'erreurs.